Génération Justice, le podcast. Défendre des films passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. On se retrouve pour cette nouvelle saison de Génération Justice avec l'avocat pénaliste Nabil El Ouchikli. Nabil, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle saison. Comme tu le sais, les avocats que nous recevons, les juges ou toutes les personnes qui finalement font partie de l'appareil judiciaire, on les choisit par rapport à leur éthique, leur regard sur le monde et sur leur voix. Et toi, tu fais partie de ces pénalistes qui ont une voix intéressante dans notre société. Et donc, on a voulu en savoir un peu plus sur toi. Et la question par laquelle commencent tous nos entretiens est la suivante. Est-ce que le métier d'avocat, c'est une vocation pour toi? Bonsoir Fanny, merci pour l'invitation et je suis tout aussi heureux de te retrouver comme toi tu l'es. Alors, est-ce que le métier d'avocat est une vocation pour moi? Pas tellement, ça l'est devenu. Et si tu veux, j'ai nourri cette vocation à partir du moment où je suis rentré dans le métier. Moi, je n'étais pas du tout destiné à cette fonction-là parce que j'ai eu un parcours qui n'était pas simple, on va dire, et je n'étais pas du tout destiné à ça. Mais à partir du moment où j'ai mis la robe, à partir du moment où j'ai commencé à porter la voix des autres, eh bien, oui, effectivement, c'est devenu une vocation. Et aujourd'hui, je ne me vois pas, moi, en tant qu'individu, au-delà de mon métier, eh bien, ne pas défendre des gens. Et quand tu dis que tu as eu un parcours pas linéaire ou pas simple, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, si tu veux, j'étais un très mauvais élève. J'étais dissipé. J'ai eu du décrochage scolaire et j'ai eu un parcours au niveau des études qui n'était pas celui de l'élève modèle premier de la classe. Et donc, du coup, voilà pourquoi mon parcours n'est pas simple. Et à quel moment, finalement, dans ta vie, tes pas t'ont emmené vers l'avocature? Mais écoute, c'est un pur hasard, en fait, si tu veux. J'étais tellement mauvais élève que lorsque j'ai eu mon bac, c'était un bac technologique, bac STG, eh bien, je n'ai été sélectionné et j'ai fait des demandes dans aucun des BTS qui m'intéressaient. Et on avait, je crois, 12 choix à l'époque. Et finalement, par dépit, eh bien, je me suis inscrit à la faculté de droit, parce que là où j'étais, eh bien, il n'y avait que les langues ou le droit. Et vu que j'étais juste très mauvais en langue, j'ai choisi le droit. Et dès le premier jour, lorsque le directeur de la fac nous a fait une présentation dans cet amphi gigantesque, et j'ai été impressionné par ça. Et du coup, je m'y suis intéressé. Et ensuite, de manière tout à fait naturelle, à la fac, tout est allé très bien alors que j'étais très mauvais élève avant. C'est une histoire incroyable. Donc, en fait, finalement, rien ne te destinait à ce métier. Et Non. dans ces hasards qui ne sont pas les hasards, ça te mène dans cet amphi et tu découvres finalement, tu découvres le droit. Est-ce que tu découvres aussi la justice et l'injustice, ou est-ce que l'injustice, d'une manière ou d'une autre, et la justice faisaient déjà partie de ta vie? Alors, l'injustice, j'ai subi des injustices dans ma vie, mais pas dans le cadre de l'institution judiciaire. L'injustice du point de vue de cette institution-là, de cette administration, je l'ai vue à partir du moment où j'ai exercé. J'avais, comme tout le monde, eh bien, des étoiles plein les yeux et je me suis bien rendu compte que ce n'était pas du tout le cas.
Et quand tu dis que tu étais dissipé, on remarque souvent des profils justement d'élèves dissipés qui étaient en échec scolaire, qui une fois arrivés à l'université excellent et puis finalement portent une révolte en eux qui va les aider dans leur choix de métier et dans leur métier tout court. Est-ce que toi tu vois un lien entre ta manière d'être avant, donc tu disais le terme dissipé, et ta manière de vivre ton métier d'aujourd'hui et de défendre les gens? J'y vois un peu, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me mettre en avant et à me défendre. Et je ne sais pas si c'est pour compenser ou pas, lorsqu'il s'agit de d'autres personnes, eh bien, je le fais plutôt très bien. La révolte que j'ai en moi, ouais, je sais pas si c'est la situation ou si il faut généraliser comme ça, mais lorsque tu es issu d'une famille modeste, lorsque tes parents ne parlent pas le français, lorsque moi je viens d'un village où on n'était que deux ou trois familles d'origine immigrée, on a toujours senti si tu veux, une différence de traitement. Et donc, cette révolte, je l'ai eue toute ma vie. Et lorsque je suis arrivé devant eh bien, l'institution judiciaire en tant qu'avocat, c'est vrai que ça me permet peut-être par transposition eh bien, de manifester ma révolte à moi qui finalement eh bien, est celle de mes clients aussi. Et quand tu dis porter la voix des autres, c'est cette belle formulation que tu as eue tout à l'heure. Finalement, Mhm. ces autres que tu portes, tes clients, ils font partie de quelle grande cause? Quelle grande cause tu défends? Quelles sont les situations finalement auxquelles tu t'intéresses et qui font partie de ta vie d'avocat? Alors moi, je suis avocat pénaliste. Donc l'avocat pénaliste, il ne choisit pas forcément ses causes. Moi, je défends une personne, je défends une âme, je défends un individu, quoi qu'il ait, quoi qu'il ait fait. Et l'injustice que je vois et la cause que je défends, si tu veux, c'est que peut-être que lorsqu'on n'est pas initié, on ne vit pas dans l'institution judiciaire, eh bien, on ne se rend pas compte à quel point la justice écrase les gens. Et quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine ethnique, lorsque l'institution judiciaire elle s'intéresse à toi, eh bien tu es tout petit et tu es vulnérable. Et Mm. donc en fait, si tu veux, c'est toujours une injustice d'être inquiété par la justice. Est-ce que tu peux développer cette notion que c'est toujours une injustice d'être inquiété par la justice? Alors, lorsque, si tu veux, à partir du moment où tu vas être, euh, comment dire, suspect, à partir du moment où des agents des forces de l'ordre vont te suspecter, qui sont sous l'autorité du procureur de la République, alors même que notre droit prévoit la présomption d'innocence, dans les faits, en pratique, eh bien, à partir du moment où on s'est intéressé à toi, tu es présumé coupable. Et tout ce qui va se passer dans le cadre de la procédure, eh bien, va agrémenter, si tu veux, cette présomption de culpabilité et tu te retrouves dans des situations où, même si tu clames ton innocence depuis le début, à partir du moment où il y a un seul élément qui te met en cause, eh bien, tout le monde te regardera comme une personne qui est présumée coupable. Et c'est la manière de fonctionner de la justice. Je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou par pragmatisme, mais je vois quotidiennement des préjugés qui sont juste faux et qui aboutissent, encore si c'était simplement des préjugés que l'on pouvait avoir autour d'un café, ça ne me dérangerait pas tant que ça, mais là c'est que c'est l'avenir des gens qui sont en question, qui est en question, et ces préjugés-là se transforment parfois, même souvent malheureusement, en condamnation. Et je peux te le dire comme ça, et depuis que j'exerce, j'ai vu un certain nombre de personnes innocentes qui étaient condamnées par la justice. Et tu aurais des exemples de situations où la notion de préjugé influence le jugement et la condamnation?
Une chose très simple, une procédure qui est utilisée de manière généralisée, alors que initialement à la base, ça a été conçu comme une procédure qui est dérogatoire. C'est la procédure de comparution immédiate. En comparution immédiate, si tu veux, tu peux avoir, parce que c'est du traitement en temps réel et c'est presque à la chaîne, c'est comme à l'usine. On n'a tellement pas de moyens, la justice n'a pas, tellement pas de moyens que tu peux avoir, et même souvent tu as des procédures qui se fondent sur un seul PV, par exemple. Un PV de surveillance, un cas classique en comparution immédiate, trafic de stupéfiants, les agents des forces de l'ordre sur un procès verbal expliquent qu'ils voient à telle heure, à tel endroit, une personne qui fait une transaction, etc. Ils vont interpeller cette personne sur la base de cette surveillance-là. À partir de là, qu'il se trompe ou pas, eh bien, tu peux avoir une juridiction qui condamne sur ce simple procès verbal, alors même qu'il peut se tromper sur la personne, alors même que la personne a des éléments qui font qu'il démontre qu'il n'était pas sur les lieux des faits. La justice elle n'a tellement pas de moyens qu'elle donne une force probante à ce procès verbal et qu'il peut suffire à condamner un homme 1 an, 2 ans, 3 ans d'emprisonnement ferme. Et ça, on le voit quasi quotidiennement. Et comment tu le vis, toi, ce que moi j'appellerais une violence judiciaire, d'être confronté, témoin, et d'essayer d'y faire quelque chose dans cette justice, mais d'être témoin de cette injustice? Comment tu le vis? Je le vis très mal. Je le vis très mal parce que, en tant qu'avocat, je suis un peu torturé et un jour sur deux, je rentre chez moi avec une colère au fond de moi. Des fois, j'en ai presque les larmes aux yeux, tant cette injustice-là me touche parce que j'ai été acteur de cette injustice et j'ai parfois été impuissant. Alors, comment je la vis au moment où ça se déroule? Je suis évidemment révolté et je m'insurge, évidemment. On obtient aussi, et il faut le dire parfois, de très bons résultats. Et il y a des magistrats qui sont absolument magnifiques. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et quand ça se passe, eh bien, on le vit très, très mal. Et souvent, dans mes dialogues avec les personnes, les avocats ou magistrats, que ce soit en France ou outre-Manche, puisque, comme tu le sais, j'officie à Londres en tant que psychologue, on me dit souvent que, en fait, en France, c'est à la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'une personne est coupable pour qu'il se passe quoi que ce soit, tandis qu'en Angleterre, il faut prouver qu'on est innocent pour se sortir d'une situation judiciaire. Donc, c'est une grande différence en théorie. Mais en pratique, moi, quand j'observe notre système judiciaire français, je ne vois pas du tout cette notion de devoir finalement attendre des preuves d'une culpabilité pour être enfermé. Au contraire, et j'ai même parfois l'impression que par rapport à ce que tu représentes dans la société, en fait, il peut t'arriver le pire, même si tu es innocent. Donc, ce qu'on dit souvent de la France, que finalement, tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai l'impression que pour certains, tu es directement présumé coupable. Est-ce que tu confirmes ça? Et puis, comment tu l'expliques? Bah, ça, c'est comment je l'expliquerai. Peut-être que tu serais plus compétente en la matière pour l'expliquer. Je pense que ça peut être psychologique aussi. Effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis, eh bien, les magistrats, ils sont habitués tous les jours eh bien, avoir malheureusement des jeunes issus d'immigration, des jeunes d'origine africaine ou nord-africaine qui comparaissent devant eux. Et peut-être qu'il y a un mécanisme qui s'installe dans leur esprit et qu'ils ont une vision de cette partie-là de la population qui fait que, parce que la majorité sont coupables, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui comparaissent et qui ont effectivement commis des faits, et bien que tous ceux qui appartiennent à cette communauté, ne serait-ce qu'en apparence, eh bien, ils ont un préjugé sur ces personnes-là et ils sont présumés coupables ou peut-être que leur parole a moins de foi qu'une autre. Moi, je l'ai malheureusement constaté aussi lorsque j'ai des clients qui sont d'origine européenne, parce qu'il y en a aussi, lorsqu'ils n'appartiennent pas à une communauté qui est elle aussi stigmatisée, comme la communauté par exemple des gens du voyage, lorsque vous avez un Européen qui comparaît devant une juridiction, il est toujours mieux vu.
Et c'est malheureux, mais c'est aussi les juges qui sont victimes de l'exercice, qui sont victimes des habitudes et qui finalement cèdent à ces a priori-là. Donc oui, c'est effectivement très malheureux et je le constate tous les jours. Mais en tant que juge, justement, en tant que magistrat, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité par rapport à son regard? C'est-à-dire que quand on a des biais en soi, parce que ce que tu décris, c'est quand même une forme de racisme latent. Parfois, on peut avoir des préjugés sans même le savoir, et c'est vrai. Mais finalement, à partir du moment où on n'est pas neutre dans l'exercice de la fonction, on peut être dangereux dans cette même fonction. Et on pourrait dire encore autre chose, on pourrait dire que le droit est bien fait quand on lit les textes de loi, même sur le monde hospitalier, même sur la magistrature. En fait, le droit est très bien fait. Mais alors, le problème dans notre justice, est-ce que c'est une question d'homme avec un grand H? Est-ce que finalement, le problème, c'est que justement, notre justice et sa violence vient du fait que parfois, eh bien, c'est une justice d'homme avec des regards, avec des biais, avec du racisme, Bien avec des sûr, jugements bien sûr, bien rapides. sûr. Mais évidemment, évidemment. On oublie une chose, c'est que je ne sais pas si c'était pas Éric Dupond-Moretti qui disait ça, c'est qu'on pense que cette institution est une vertu, la justice, mais en réalité, c'est juste une administration et elle est administrée par des hommes, comme tu dis, avec un grand H, des hommes et des femmes. Et ces personnes-là, elles ne peuvent pas se distinguer et se dissocier totalement lorsqu'elles mettent leur robe. De la même manière que nous, en tant qu'avocats, lorsque moi je plaide, j'y mets de ma personne, j'y mets de mes anecdotes, j'y mets de ma culture, j'y mets de ma vision des choses et de ma vision du monde. Et eux, de la même manière. Je pense qu'ils sont victimes de cela. Je ne vais pas employer le terme victime parce que ce n'est pas le terme adapté, mais si tu veux, ils ne peuvent pas se dissocier. Et ce sont des êtres humains. Et c'est tellement vrai que l'un des premiers réflexes que l'on a en tant qu'avocat pénaliste, lorsque l'on va à une juridiction, par exemple, on va aller devant la 17e chambre à Bobigny, qui est la chambre de comparution immédiate, devant la 23e à Paris, devant la 12e à Créteil. Et la première question qu'on se pose lorsqu'on croise dans la salle des pas perdus un confrère que l'on connaît, c'est de lui dire qui est ton président. Parce que la personne qui va présider l'audience, elle est plus importante que le dossier. Et je ne sais pas si l'on peut, et je ne sais pas par quel mécanisme l'on peut se prémunir de ça, mais en toute sincérité, l'homme qui a derrière la robe est beaucoup plus important que le magistrat qui va la mettre. Il y a une tristesse alors dans ce que tu décris, parce que finalement, pour certains, ça veut dire que selon qui ils auront en face d'eux, eh ben, leur cause, qui est finalement ce Évidemment. qui va définir la suite de leur vie, est déjà jouée. Évidemment, évidemment. Alors, ça peut être une bonne chose pour eux lorsque l'on a un magistrat qui est consciencieux, lorsqu'on a un magistrat qui est humaniste, lorsqu'on a un magistrat qui respecte sa déontologie et qui a une certaine vision de la justice qui est plutôt positive, ça peut donner de bonnes décisions et la personne qui va comparaître devant lui pourra être traitée en tant qu'être humain et non en tant que délinquant méprisable. Mais de la même manière, lorsque vous avez un magistrat qui a des a priori, lorsque vous avez un magistrat qui a des opinions politiques particulières, malheureusement, votre sort dépend de ça. Et est-ce que tu penses... Oui, oui, vas-y. Mais si tu veux, ça, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement parce que malheureusement, l'homme est comme ça et je ne connais pas de situation où une personne, lorsqu'elle exerce ses fonctions, se dissocie totalement. Alors, tu me diras que toutes les fonctions n'ont pas à avoir la responsabilité de la vie des autres. Et ça, j'en suis totalement d'accord. Voilà pourquoi peut-être les magistrats doivent faire preuve de cette neutralité à laquelle tu faisais référence, peut-être de manière un peu plus forte que les autres fonctions. Mais en définitive, il restera toujours derrière un être humain et cet être humain, il sera guidé aussi par sa vision des choses. Oui, mais comme tu le dis, effectivement, moi, c'est la solution que je proposerais en tant que psychologue.
c'est déjà que toutes les personnes qui sont à de hautes responsabilités soient au courant des notions de transfert et contre-transfert. Et donc, que quelque part, ils ne se laissent pas aller à leurs préjugés, qu'ils puissent reconnaître la notion de préjugé, qu'ils puissent reconnaître certaines notions psychiques et psychologiques qui fassent que leur jugement ne soit pas biaisé. Parce que je ne suis pas sûre, moi, que idéologie telle qu'elle soit, c'est-à-dire quand on a une certaine idéologie, est-ce que ça peut aller de pair avec le fait de juger autrui? Alors bon, tu me diras, il peut y avoir une idéologie humaniste, c'est vrai, mais quand par exemple on est d'une idéologie d'extrême droite, ça me paraît impossible de pouvoir juger quelqu'un qui est déjà visé par ton propre parti politique. Donc je pense que s'il y avait peut-être un peu plus de psychologie et puis une certaine obligation de neutralité comme nous on l'a en tant que psychologue, peut-être que le système judiciaire serait moins violent. Je ne suis pas sûre, tu vois, avec tous ces dialogues qu'on a dans ce podcast auquel je tiens beaucoup. Je me dis aujourd'hui que je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de moyens. Je pense que c'est peut-être aussi une question de formation et de ce qui est dans la formation. Et quand on voit le juge Albert Lévy qui formait justement dans l'école de la magistrature et qui aujourd'hui n'est plus formateur, quand on voit des personnalités comme ça, très éthiques, très humanistes, qui finalement te parlent d'hommes et pas de jugement, et quand tu dis qu'ils sont plus dans l'enseignement, c'est là où tu dis c'est dommage, parce qu'il y a certaines voies qui pourraient aider à devenir un bon juge, parce que c'est ça en fait la question. Je pense que être un bon juge, c'est avant tout se connaître assez bien pour pouvoir être veillant par rapport à ses propres dérives. Pour revenir sur toi et ton parcours, Nabil, est-ce que tu peux me raconter une de tes affaires ou une affaire qui t'a changé ou marqué? Alors, une affaire qui m'a changé et qui m'a marqué. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup des affaires qui m'ont changé, qui m'ont marqué. Euh, Presque, en fait, si tu veux, lorsque j'assiste une personne, surtout lorsqu'elle est incarcérée, et que je vois à quel point elle est écrasée par le système judiciaire, j'ai une empathie profonde. Au-delà des faits, au-delà du dossier en lui-même, j'ai le sentiment que j'aime vraiment profondément tous mes clients. Et si tu veux, chacun des dossiers que je traite, chaque combat que j'ai, chaque audience, eh bien, pendant le temps de cette audience-là, pendant le temps de ce dossier-là, eh bien, c'est comme si je défendais une personne qui est liée avec moi par le sang. Maintenant, est-ce qu'il y a des dossiers qui me touchent plus que d'autres ou qui m'ont marqué plus que d'autres? Il y en a. Il y en a un qui a été médiatisé l'année dernière. C'est relatif aux attentats, enfin à l'assassinat de Samuel Paty. Et je défends le père de famille et j'assiste aussi et j'accompagne toute sa famille. Et ce dossier, il me marque particulièrement parce que il a une connotation qui est politique. Et je me rends compte si tu veux, même pour les dossiers les plus sérieux, même avec les magistrats les plus compétents, avec les moyens les plus grands, et bien que l'injustice, elle est quand même présente et que parfois, eh bien, il y a des gens qui sont écrasés littéralement. Et ce client-là, il me touche particulièrement. Et quand tu dis que là, les moyens sont mis et que les choses pourraient bien aller, qu'est-ce qui fait qu'un dossier politique, finalement, même avec des juges compétents, eh bien, peut tourner d'une certaine manière? Parce que je sais pas comment ça se passe dans les coulisses, mais on le voit, on l'a vu par exemple aussi, mais ça n'a absolument rien à voir avec le dossier Ramadan, avec ce genre de choses-là. Je sais pas ce qui se passe dans les coulisses, je sais pas à quel point les juges sont sous pression, je sais pas à quel point l'opinion publique peut influencer, à quel point les médias peuvent influencer, mais en tous les cas, il y a des situations comme celle-ci eh bien, où le droit n'a presque plus aucune importance et que nous sommes à côté du droit et que c'est pas ça le plus important, si tu veux. Et ça, c'est absolument dramatique. Oui, c'est dramatique. Tu faisais référence à l'affaire qui a touché Tariq Ramadan, où là, effectivement, on peut voir que les médias et puis une certaine frange politique ont réussi à créer un personnage,
bien Ouais. loin de ce qu'est vraiment l'homme. Et alors que maintenant, on est au bout de 3 ans et on voit à quel point toutes les preuves ont été amenées pour prouver l'innocence de Tariq Ramadan, je le dis depuis le début, hein, son innocence, et on voit finalement à quel point les médias ont pu impacter à travers un Mm. lynchage, à travers une Bien sûr, bien sûr. violence. Enfin, Bien il sûr, y a bien une sûr. violence qui fait que finalement, ceux qui pourraient parler n'osent pas parler. C'est ce que Mm. moi j'appelle là aussi la violence médiatique. Et puis, que le magistrat Domergue en parlait, pour parler dans une autre émission, parlait justement de l'importance du côté médiatique et à quel point ce quatrième pouvoir, il influence et la société et les juges. Bien Est-ce que tu sûr, as bien cette sûr. vision? Est-ce que tu penses qu'il y a une influence médiatique? Oui, oui, évidemment, évidemment. En fait, les médias, ils ont un pouvoir qui est absolument monstrueux. C'est les médias, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau politique, qui peuvent te construire un candidat et le pousser et l'accompagner jusqu'aux plus hautes fonctions, jusqu'à être chef de l'État. Et de la même manière, les médias peuvent détruire une personne et peuvent construire un monstre. Ça a été le cas pour Ramadan, c'est le cas dans le dossier pour lequel je te parlais. C'est le cas, ça a été le cas, par exemple, pour Benzema, qui a abouti à un certain nombre d'années en dehors de l'équipe de France et pour lequel Benzema était considéré, parce qu'il a été présenté comme ça par les médias, comme le petit enfant d'immigré qui refuse de chanter la Marseillaise. Donc, les médias, en fait, ils construisent une opinion publique. Et, euh, et si tu veux, c'est extrêmement dangereux et ça conduit pour les personnes qui en sont victimes à des situations qui sont désastreuses. Mais oui, c'est un pouvoir qui est gigantesque. Et dans les situations dont nous parlons aujourd'hui, il y a la question effectivement des minorités et puis de l'islam. Moi, je fais partie de ceux qui pensent et constatent qu'il y a une islamophobie grandissante en France et qui rejoint peut-être ce qui a pu se passer du côté de l'antisémitisme durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Cette question de l'islamophobie, on la voit aussi dans les lois qui sont votées au Sénat. Par exemple, je Mhm, pense que ça peut être traumatique de voter une loi où on interdit aux mamans voilées d'accompagner leurs enfants, mhm, tout simplement parce que c'est renvoyer aux enfants aussi un signal que leur maman n'a rien à faire dans l'espace scolaire parce qu'elle porte le voile. C'est aussi détourner et instrumentaliser le symbole que peut avoir le voile dans la vie d'une femme. Donc, ceux qui pensent que c'est de l'oppression ou que c'est un signe d'infériorité à l'homme, c'est forcément des gens extérieurs mhm, à la culture et à l'islam, puisque ça ne représente pas ça pour la plupart des femmes en France. Donc il y a même des lois finalement qui sont votées et qui sont islamophobes et qui sont traumatiques, je pense, pour les Français mhm. de confession musulmane, mais qui sont bel et bien français. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a plus d'islamophobie en France? Est-ce que tu fais ce constat? Est-ce que tu penses que cette islamophobie peut être vécue comme traumatique ben, pour les enfants déjà qui se construisent en France? Quel est ton regard d'avocat et d'homme? Alors, mon regard d'avocat, euh, j'ai rarement, voire jamais vu une personne qui était traitée différemment selon son appartenance religieuse devant une juridiction. Après, les infractions que je traite et les dossiers que je traite n'ont jamais un lien avec l'islam. Donc, c'est tout à fait normal. Mais en tant qu'homme, en tant que, euh, en tant que citoyen musulman, et même en tant que citoyen tout court, euh, je constate effectivement depuis un certain nombre d'années une obsession pour l'islam et les musulmans. Toutes les lois qui sont votées par rapport à l'islam et qui sont en apparence eh bien, pour tous les citoyens, mais qui en réalité visent les musulmans, ça a été le cas de l'école, de l'interdiction du port du voile, des signes religieux à l'école de 2004, ça a été le cas pour la loi en 2010 par rapport au fait de dissimuler son visage dans l'espace public, et c'est le cas eh bien, petit à petit, à chaque fois, par rapport aux accompagnatrices. Il y a eu une jurisprudence par rapport eh bien, à l'affaire Babilou, toutes ces choses-là. En réalité, si tu veux, j'ai le sentiment que
les médias, et là, les médias ont joué un très grand rôle là-dedans pour cette défiance à l'égard de l'islam. Et à chaque fois que l'islam est évoqué dans les médias, eh bien, c'est toujours pour des faits qui dénigrent l'islam et qui le présentent sous un mauvais jour. C'est toujours des faits divers qui sont abominables. Et voilà pourquoi cette puissance médiatique a rallié et rallie petit à petit l'opinion publique à cette défiance pour l'islam. Et moi, j'en veux énormément aux médias et je ne regarde même plus la télé parce que systématiquement, eh bien, on traite le sujet et on traite l'islam dans des conditions qui ne peuvent pas eh bien, procurer chez les Français qui ne sont pas des confessions musulmanes une quelconque sympathie ou même un œil qui ne soit pas négatif à l'égard de l'islam et des musulmans. Sur par exemple, la notion de laïcité, parce qu'elle est mangée à toutes les sauces, on est dans une situation où les politiques et les médias eh bien, mettent en avant une vision de la laïcité qu'ils adaptent pour avoir, comme je te disais, cette position de défiance à l'égard de l'islam, et alors qu'elle est objectivement à l'opposé même du principe de laïcité tel qu'il a été voté et tel qu'il a été conçu en France. C'est-à-dire qu'ils en sont à un point où eux-mêmes, dans leur position, ne respectent pas la laïcité qu'ils brandissent comme ça et qu'ils mangent à toutes les sauces. La laïcité, elle a été votée et elle s'est imposée en France pour que l'État eh bien, permette par sa neutralité eh bien, une diversité des confessions et une diversité de l'expression de ces confessions par les citoyens, et on en vient aujourd'hui petit à petit à grappiller et à imposer une neutralité aux personnes qui devraient justement bénéficier de cette faculté et de cette liberté de manifester. Donc moi, mon regard sur cette islamophobie, il est juste inquiétant. Tu faisais tout à l'heure le lien avec l'antisémitisme à la Seconde Guerre mondiale. Oui, peut-être on est dans une situation qui est comme dans les débuts des années 30 en Europe, eh bien, avec une situation où on stigmatise systématiquement une partie de la population. Avant, c'était les juifs, maintenant, c'est les musulmans. Donc voilà où on en est. J'espère que ça ira pas comme ça a été malheureusement au cours de l'histoire, et je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais en tous les cas, tous les jours, eh bien, les musulmans continuent d'être stigmatisés et d'être écartés du peuple français. Alors qu'ils sont aussi le peuple français. Exactement. Et que finalement, cette question de l'assimilation forcée que notre gouvernement d'aujourd'hui tente de faire, en tout cas dans sa communication, n'est pas du tout le reflet de ce qu'est un être humain et son psychisme. C'est-à-dire que nous avons des identités multiples et puis nous sommes un. Ça n'existe pas d'être une seule voix sous un seul drapeau quand on a d'autres origines. Ça fera toujours partie finalement de nous, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas en avoir peur finalement de ces identités multiples qui font que nous sommes un, je répète ce terme. Et quand on regarde en Angleterre, où finalement on aborde tout à fait autrement la laïcité, on peut dire beaucoup de choses sur l'Angleterre, mais il y a une chose quand même qui est réussie, c'est que les minorités sont très protégées, qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans les médias, et qu'on n'a pas peur du biculturalisme. Donc je pense effectivement, je réutiliserai ce terme, qu'en France, en ce moment, on crée quand même une société du traumatique. On crée une société où il y a du toxique, y compris pour les enfants qui seraient de confession musulmane, mais aussi en fait toutes les minorités. Parce que finalement, c'est comme si des personnes qui sont dans une ignorance de l'autre et qui ont une problématique avec l'altérité étaient aux manettes pour définir qui est républicain ou non. Alors moi, je pense que chacun dans ce pays et tous ceux qui nous entendent aujourd'hui eh bien, doivent prendre leur place au-delà de ce que n'importe qui, que ce soit dans le gouvernement ou dans le Sénat, pose. Il faudrait que chacun comprenne que finalement,
les voix qui se rassemblent sont extrêmement importantes et que plus que jamais, il est vraiment temps effectivement qu'il y ait une union entre ceux qui se sentent opprimés pour pouvoir peser dans tous les débats et qu'on arrête d'être enterré par une profonde ignorance de ce qu'est l'autre, comme le prouvent tous les débats sur le voile. Je voulais te poser une autre question qui n'a rien à voir avec ça, mais que je trouve intéressante. Un autre volet finalement qui nous parle de nous et de la violence que l'on peut trouver dans le système judiciaire. Qu'est-ce que tu penses des prisons, du monde carcéral d'aujourd'hui en France? Quelle est ton expérience avec le monde carcéral et qu'est-ce que tu as à en dire? Qu'est-ce que j'ai à en dire? Alors, les prisons en France, pour celles que je fréquente, et j'y vais au moins une fois par semaine, c'est très dur. C'est très dur déjà parce que je pense objectivement, mais après ça, ce sont mes convictions. Je pense qu'un homme ne devrait pas être privé de liberté et enfermé comme un animal. Et d'ailleurs, même les animaux ne devraient pas être enfermés. Mais je pense que l'enfermement, eh bien, est intrinsèquement inhumain. Donc, à partir de là, je peux que te dresser un constat qui est nécessairement défavorable relatif aux établissements pénitentiaires en France. Maintenant, lorsque je vois mes clients, il y a une psychologie qui évolue durant la détention. Souvent, ce que je remarque en début de détention, en début de procédure, c'est que il y a une angoisse qui est très forte chez mes clients et qui cause des troubles psychologiques, voire parfois psychiques, parce qu'ils ne supportent pas l'enfermement. Et plus le temps passe malheureusement, et plus ils s'habituent à leurs conditions, et puis ils s'adaptent à cette condition qui est inhumaine. Comment dire, les conditions objectives de détention en France, je n'ai pas de comparaison parce que, à part le Maroc où je suis allé dans des centres de détention, je ne peux pas te donner, si tu veux, parce qu'en tant qu'avocat, je ne rentre pas dans les cellules et je n'ai pas le quotidien de mes clients. Si seulement j'avais vécu une journée en détention, j'aurais pu te dire à quel point c'est horrible. Mais là, tout ce que je peux voir, c'est ce que mes clients me renvoient sans me le dire, mais de ce que je peux observer dans mes entretiens et aussi ce que je peux observer aux témoignages de leur entourage et de même, et de voir à quel point ça peut parfois briser des hommes. Et est-ce que tu penses que la prison a une utilité dans tout ce qui serait reconstruction, prévention? Est-ce que tu penses que la prison a une quelconque utilité dans les sociétés d'aujourd'hui? Il y a différents profils. Il y a des cas où ça peut, même si je suis, comme je te disais tout à l'heure, profondément opposé à l'enfermement, il y a des cas, par exemple, pour des personnes qui ont tué, pour des personnes qui sont dangereuses immédiatement et à un degré qui est élevé pour autrui. Eh bien, parfois, un enfermement prompt et temporaire peut être rendu nécessaire par la personne. Mais dans la majorité des cas, eh bien, c'est parfaitement inutile et même c'est contre-productif parce que la prison, elle crée de la délinquance. Déjà, elle va créer de la délinquance dans un premier niveau parce que une fois que tu l'as vécu, eh bien, cet aspect dissuasif, parce que ça dissuade aussi, il y a l'emprisonnement ferme et si douloureux que la majorité des personnes et des citoyens qui n'ont jamais eu affaire à la justice, eh bien, s'empêchent eux-mêmes, se gouvernent eux-mêmes d'un éventuel passage à l'acte parce qu'il y a cet effet dissuasif de l'enfermement. Mais à partir du moment où l'on a vécu l'enfermement, eh bien, et que l'on en ressort vivant, cet aspect dissuasif n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne peut plus nous empêcher, puisque nous l'avons vécu et que nous en sommes sortis vivants, on ne peut plus me faire peur
avec ça. Et donc, du coup, ça ne va pas m'empêcher d'un éventuel passage à l'acte. Voilà pourquoi les personnes qui sont incarcérées sont plus susceptibles de retourner en prison et de récidiver qu'une personne qui n'est jamais entrée en prison parce qu'elle a toujours ce spectre-là et cet aspect dissuasif. Voilà la première des raisons pour lesquelles la prison est parfaitement inutile et voire inefficace. Il y a d'autres raisons comme le fait, eh bien, de côtoyer des personnes qui ont eu affaire à la justice et qui ont commis un certain nombre d'infractions et qui peut eh bien, vous conduire à vous enraciner dans la délinquance par des contacts, par des infractions auxquelles vous n'aviez jamais pensé, par des astuces, par un certain nombre de choses qui font que eh bien, un certain nombre de personnes qui entrent en détention font des relations qui les retrouvent dehors et qui conduisent à ce qu'ils récidivent et qu'ils passent à l'acte de nouveau, qu'ils réitèrent des faits délictueux qui soient de même nature ou différents. Et ensuite, c'est inefficace aussi parce que parfois, eh bien, ça détruit des gens, tout simplement. Il y a des personnes qui sont détruites par la justice, qui sont détruites par une incarcération, qui perdent leurs femmes, qui perdent leurs enfants, qui perdent un travail et qui, lorsqu'ils sortent, parce que la plupart des sorties sont des sorties sèches, qu'elles ne sont pas accompagnées, eh bien, se retrouvent totalement désorientés et malheureusement réitèrent une infraction. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement que ça favorise l'inégalité des chances? C'est-à-dire que parfois, pour certains délits finalement où on n'est pas en train de mettre en danger et sa propre vie et la vie d'autrui, on peut se retrouver en prison pour des années. Et c'est des années qui finalement vont renforcer certains mécanismes que l'on peut avoir en soi, d'avoir l'impression de ne pas appartenir à la société, d'avoir l'impression que finalement c'est que l'espèce de mode économique parallèle qui peut nous être favorable. Donc finalement ce système qui vise à punir en enfermant et en privant de liberté, et puis en prenant possession sur le corps de l'autre, parce qu'en quelque part on enferme un corps, une âme dans un corps, et donc finalement on n'a plus de maîtrise ni sur le temps, ni sur son propre corps, ni sur sa propre vie, ni sur le monde affectif. Donc on isole complètement une personne qui était peut-être déjà isolée et on lui donne pas de nouveaux repères. Donc, est-ce qu'une des raisons qui fait qu'on peut être ouvertement abolitionniste, hein, c'est mon cas, est-ce qu'une de ces raisons, c'est pas que finalement, on favorise tout ce qu'il y a de pire dans notre société? On favorise l'inégalité des chances, on favorise la violence, en fait, parce que cette violence-là engendre la violence, et on n'offre aucun moyen de réintégration finalement. Parce que comme tu le dis, une fois sortie de prison, c'est pas accompagné. Donc la personne qui aura fait un petit délit, qui s'est retrouvée enfermée quelques années, quand elle ressort, elle n'a pas forcément le choix. Elle n'aura pas forcément un travail, on ne lui aura pas forcément appris à trouver son chemin, à trouver du sens, à trouver un métier. En fait, on ne lui aura pas appris qu'elle peut être utile à la société. Et souvent, moi, j'entends une phrase très triste, hein, je l'ai entendue beaucoup, une phrase parlante. On ne m'a pas donné ma chance. Ils sont vraiment nombreux à dire on ne m'a pas donné ma chance. C'est quand même significatif que tous les gens qui sont en prison ont cette impression finalement qu'ils n'ont pas forcément eu le choix et que donc la prison a fait partie de leur chemin sans qu'ils puissent se dire à un moment donné j'aurais pu choisir un autre chemin. Donc en fait, quand même, je pense que notre réponse, qui est une réponse carcérale, est profondément déshumanisante et qu'elle fait partie pour moi de cette violente justice à laquelle il faut que nous fassions front. J'aurais une autre question sur tes émotions, Nabil. Quelles sont les émotions en tant qu'homme et en tant qu'avocat, et en tant qu'homme, qui te fondent le plus? Quelles sont les émotions que tu le ressens le plus? Alors, je ne sais pas si c'est une émotion, mais un sentiment. Le premier et le plus fort dans l'exercice de ma profession, c'est l'empathie. Je pense que tu ne peux pas être avocat et que tu ne peux pas exercer convenablement ton métier si tu n'es pas profondément empathique avec tes clients. Il y a l'amour, parce qu'il faut aimer pour bien défendre. Il y a aussi la révolte, la colère contre un système qui parfois est profondément injuste. Voilà à peu près les sentiments qui me gouvernent et qui m'aident à exercer mon métier. Et comment ont réagi tes parents quand tu as pris ce chemin du devenir avocat et puis que tu es devenu avocat? Quels ont été leurs regards sur ton métier et sur toi?
Moi, je suis issu d'une famille, comme je te disais tout à l'heure, une famille très nombreuse et modeste. Mes parents ne sont jamais allés à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire le français. Et pourtant, ils ont toujours insisté parce que eux n'y ont pas eu accès à ce que l'on travaille à l'école et que l'éducation scolaire était bien plus importante que la réussite sociale. Comment ont réagi mes parents et ma famille? C'est juste un sentiment profond de fierté, un sentiment permanent de fierté. Et si toi, tu avais une transmission que tu voulais dire ou donner à partir de ton métier, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent déjà du fait de défendre, du fait de notre société, qu'est-ce que tu aurais à dire comme transmission? Euh, de manière générale, je conseillerais aux gens de se construire personnellement, de s'assumer personnellement et surtout, d'éviter de juger les autres. Parce que je pense que notre société, elle est gangrénée par le regard de l'autre. Et on évolue malheureusement, que ce soit avec le développement des réseaux sociaux et même parfois par l'éducation que l'on peut recevoir, eh bien, on évolue et on se construit avec le regard des autres. Et je pense qu'il n'y a pas plus triste dans la vie que d'avancer et de se construire par rapport aux autres et de juger les autres. On arrive à la fin de cet entretien et j'aurais 3 questions à te poser. La première est la suivante. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes? Il m'a appris que rien n'est jamais aussi simple que les apparences et que chaque homme est un univers à lui seul et que nous sommes tous singuliers. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays? Il m'a appris que la justice, elle était loin d'être à la hauteur de la grandeur de la France. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Elle m'a appris que j'étais très fragile, mais que je pouvais aussi être extrêmement fort. Merci Nabil pour ce riche entretien, les émotions que tu portes en toi. Donc tu as dit l'amour, l'empathie, la colère et je crois la révolte en disent long sur la hauteur de l'avocat que tu es. Donc je pense que si tes clients t'entendent, eh bien, ils vont être très heureux de voir ce que tu dis et ce que tu ressens pour ton métier pour eux. Et puis ceux qui nous écoutent, je pense que tout le monde a vu à quel point finalement ton cœur est important dans ton métier. Donc un grand merci et puis on se retrouve bientôt dans d'autres projets.